Les peuples autochtones et leur mode de vie unique sont menacés dans le monde entier, de la tribu des squelettes à la tribu Caribou. Voici les 15 tribus les plus dangereuses du monde. Numéro 15. La tribu des squelettes Shabu. Le nom en lui-même semble un peu effrayant. C'est assez vrai. Tout ce qui concerne les squelettes est un peu inquiétant. Mais, comme nous l'avons déjà appris, les noms de nombreux peuples autochtones leur sont souvent imposés par des étrangers. Et souvent, ces noms sont erronés, voire très grossiers. Nous devons donc enquêter un peu plus. Les traditions de cette tribu restent en grande partie inconnues dans les cercles extérieurs. Cependant, il est important de souligner que, depuis que les Occidentaux ont eu leur première rencontre avec eux en 1934, un changement rapide de leur mode de vie s'est produit. L'introduction de missions chrétiennes et de plantations de café a eu un grand impact sur la tribu Shabu de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela a entraîné la perte d'une grande partie de leur histoire et de leur culture traditionnelle. Cependant, ils conservent encore certains aspects de leur identité culturelle. Ils utilisent d'incroyables peintures corporelles en noir et blanc, ce qui est une forme unique d'expression artistique. De plus, leur manière de danser et de se faire passer pour des squelettes captive l'attention des observateurs. Bien qu'ils aient connu des changements dus à l'influence occidentale, la tribu Shabu conserve des pratiques culturelles distinctives, ce qui en fait une communauté fascinante à étudier et à apprécier. À l'origine, les Shabu utilisaient ces motifs de manière intimidante et, possiblement, pour chercher une aide surnaturelle. Il est fascinant de voir comment ces rituels ont suscité l'intérêt des étrangers. Maintenant, ces rituels ne sont vus que comme une partie d'une célébration qui captive les visiteurs. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Les Moken. La tribu Moken, une communauté de chasseurs-cueilleurs semi-nomades, se trouve dans tout l'archipel de Magir, qui est composé d'environ 800 îles situées à la fois en Birmanie et en Thaïlande. Leur mode de vie repose sur une relation étroite avec la mer et ils dépendent largement de ses ressources. Cependant, malheureusement, comme c'est le cas pour de nombreuses autres ressources naturelles dans le monde, les mers font face à de graves menaces, en raison de la pollution et de la surpêche. Ces problèmes environnementaux représentent une pression supplémentaire sur le mode de vie traditionnel de la tribu Moken. Ces personnes extraordinaires ont une connexion si profonde avec l'océan qu'elles ont développé une capacité étonnante à voir clairement sous l'eau. Bien plus efficace que la plupart des gens. Grâce à leur capacité unique, ils sont capables d'apprécier la beauté et la vie marine dans toute leur splendeur, découvrant les secrets cachés des profondeurs de l'océan. C'est une compétence impressionnante qui leur permet d'explorer et de comprendre un monde que la plupart des gens ne peuvent qu'imaginer. Cette connexion spéciale avec la mer leur confère une perspective unique. Et un profond respect pour la vie aquatique, ce qui fait d'eux de véritables gardiens et protecteurs des océans. La vision humaine est généralement assez floue sous l'eau, mais une étude qui a examiné la vue sous-marine des enfants par rapport à celle des enfants européens a démontré que, dans le cas des Moken, leur vue sous l'eau était 2 fois meilleure que celle des autres enfants examinés. Ensuite, l'étude a démontré que les enfants européens pouvaient être entraînés à améliorer leur propre vision sous l'eau, avec la même fréquence que les enfants Moken. Numéro 13. La tribu Aorio. Le peuple Aorio vit dans une région connue sous le nom de Grand Chaco, qui s'étend à la fois au Paraguay et en Bolivie. Traditionnellement, ils étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, mais au XXe siècle, les missionnaires les ont retirés de leur mode de vie. Ainsi, les tribus restantes sont maintenant des peuples plus ou moins sédentaires. Bien qu'il en reste quelques-uns qui n'ont pas été contactés. Ils sont maintenant en danger à cause de la déforestation à grande échelle et de la perte de territoire dans la région. De nos jours, il existe des lois pour protéger les indigènes du contact avec les étrangers, et elles sont censées aider à prévenir la transmission de maladies aux tribus, car elles n'ont pas la résistance que possède le monde extérieur. De nombreuses maladies se sont révélées dévastatrices pour ce type de communauté si elles sont affectées. C'est probablement l'une des choses qui fait le plus peur. En réalité, qu'elles courent autant de risques à cause des idiots qui se mêlent de leurs affaires. Bien sûr, il y a beaucoup d'histoires sur les pratiques des tribus éloignées, mais beaucoup d'entre elles reposent sur des rumeurs et des commérages. Donc, si tout le monde veut ce genre de choses, ils peuvent. Allez les chercher.
Sinon, si nous continuons à diffuser des faussetés dans le simple but d'être sensationnalistes, non seulement nous commettrons un acte irresponsable, mais nous contribuerons également à la désinformation de manière consciente. Cela démontre un manque de connaissance et de compréhension de l'importance de la véracité dans la communication. Il est crucial que nous nous efforcions de transmettre des informations précises et fondées. Ainsi, nous favorisons une société informée et consciente de la réalité qui nous entoure. Numéro 12. Les Asmas. Les Asmas sont un groupe indigène originaire de la région sud-ouest de Papouasie, en Indonésie, particulièrement concentré dans la région d'Asma et ses environs. Dans le reste du monde, ce peuple est connu pour ses sculptures en bois complexes. Leur art est reconnu et admiré internationalement. Mais, curieusement, leur culture unique va bien au-delà de leur talent artistique et de ce que le reste du monde peut en tirer. Ce peuple mène traditionnellement un mode de vie de subsistance et dépend de la chasse, de la pêche et de l'horticulture pour se nourrir. Leur société est organisée en clans, et chaque clan habite une maison longue où cohabitent de nombreuses familles différentes. Leurs croyances spirituelles sont profondément enracinées dans l'animisme et le culte des ancêtres. Et ils créent des potous élaborés pour honorer leurs ancêtres et communiquer avec eux. Comme dans de nombreuses autres histoires, les Asmas ont été envahis par le monde extérieur. Comme d'habitude, les missionnaires chrétiens ont fait irruption dans leur mode de vie et ont apporté des maladies et de l'exploitation, en plus d'imposer leurs croyances à des personnes qui n'avaient jamais demandé une telle ingérence. Il ne faut pas sous-estimer la nature destructrice de ces visiteurs de cultures uniques. Partout dans le monde, un dommage grave et durable a été causé au peuple, car les envahisseurs exploitent leurs terres et détruisent leur culture et traditions. Les efforts qui sont faits pour préserver le mode de vie Asma restant sont probablement trop peu nombreux et arrivent probablement trop tard. Numéro 11. La tribu Palawan. La tribu de Palawan est un peuple indigène qui habite principalement l'île de Palawan, aux Philippines. Ils sont l'un des habitants originaux de Palawan et possèdent un riche patrimoine culturel profondément enraciné dans leur environnement et leurs traditions. Traditionnellement, ils ont utilisé un mélange d'agriculture, de chasse et de cueillette pour subvenir à leurs besoins. Ils sont experts dans l'utilisation des connaissances écologiques traditionnelles pour naviguer dans leur environnement de manière durable. Et il est fort probable que cela soit dû au fait qu'ils se considèrent comme faisant partie du monde naturel. Plutôt que de lui être supérieurs, comme semble le penser la plupart des cultures occidentales. Leur structure sociale est généralement organisée autour de petites et grandes unités familiales, et leurs communautés sont relativement petites. Traditionnellement, ils ont vécu dans des huttes faites de bambou et de feuilles de palmier, bien que la modernisation ait entraîné quelques changements dans leurs habitations. Le peuple de Palawan a sa propre langue qui fait partie d'un sous-groupe de la grande famille des langues austronésiennes. Et comme beaucoup de langues indigènes, elle fait face à des problèmes de conservation et de transmission aux nouvelles générations. Au fil des ans, la tribu a affronté des défis liés aux droits fonciers, à la préservation culturelle, à l'accès à l'éducation et à la santé. Ils ont été exploités et marginalisés dans la société. Bien que certaines organisations et initiatives gouvernementales aient affirmé soutenir la préservation de la culture et améliorer leurs conditions, elles finissent souvent par interférer et corrompre plus que protéger les libertés et droits des indigènes. Numéro 10. Les Kaniajiba. Les Kaniajiba sont l'une des dernières tribus indigènes non contactées de la forêt amazonienne. Ils habitent principalement dans les régions reculées du Brésil et on sait très peu de choses sur leur nombre exact car ils ont sagement choisi de rester isolés du monde extérieur. Ce qui fait d'eux l'une des communautés indigènes les plus méconnues et peut-être les plus vulnérables du monde. Les Kaniajiba vivent en petits groupes familiaux, pratiquent la chasse et la cueillette et dépendent des ressources de la forêt pour leur subsistance. Ils sont connus pour leur profonde connaissance de la forêt amazonienne et de ses divers écosystèmes qu'ils utilisent pour survivre dans leur environnement isolé. Leur décision de rester isolés est probablement une réponse aux rencontres historiques avec des étrangers qui ont souvent abouti à la violence, aux maladies et à l'exploitation. En conséquence, ils ont activement évité le contact avec la société plus large. Et on ne peut pas les blâmer. Si chaque fois que tu voyais un étranger, il te transmettait une maladie, t'attaquait ou te volait tes terres, et ensuite t'obligeait à agir comme eux, à t'habiller comme eux et à prier comme eux, ne resterais-tu pas bien à l'écart?
des efforts ont été faits pour protéger le territoire des Cayuajiba et d'autres tribus non contactées du Brésil, tout cela pour garantir leur survie tout en préservant leur patrimoine culturel. Les organisations et agences gouvernementales semblent maintenant comprendre la valeur d'accorder aux peuples autochtones leurs droits. Et elles ont commencé à travailler pour délimiter et sauvegarder leurs terres contre l'exploitation forestière illégale, l'exploitation minière et d'autres menaces qui pourraient envahir leur territoire. Numéro 9. La tribu Waorani. La tribu Waorani est un groupe indigène de la forêt tropicale d'Équateur. Ils ont habité la région pendant des siècles, maintenant une connexion étroite avec la nature et dépendant des ressources que la forêt leur fournit. Leur mode de vie a été traditionnellement semi-nomade. Ce qui signifie qu'ils se déplacent à l'intérieur de leurs territoires ancestraux dans le bassin de l'Amazone, à la recherche de nourriture et d'abri. Les Waorani s'adaptent aux changements saisonniers et tirent parti des ressources de la forêt. Ils ont une culture riche transmise de génération en génération, qui inclut des pratiques agricoles, la médecine naturelle et des rituels ancestraux. Malgré les défis tels que la déforestation et la perte de terre, les Waorani sont résilients. Et ils luttent pour préserver leur identité et leur mode de vie en harmonie avec la nature. Ce sont des chasseurs et des cueilleurs habiles, experts dans l'utilisation des ressources abondantes de la forêt, et la sarbacane, également connue sous le nom de piki, un dard à pointe empoisonné, est un outil essentiel dans leur pratique de chasse. Leur langue, connue sous le nom de Yotro, est unique et complexe, et reflète leur profonde connaissance de la forêt tropicale. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour documenter et préserver cette langue en danger d'extinction. Et comme beaucoup d'autres tribus indigènes dont tu peux apprendre, ils ont fait face à des menaces importantes pour leur existence, en raison de l'invasion des entreprises de combustibles fossiles et de leur cupidité, ainsi que de l'abattage d'arbres sur leurs terres ancestrales. Au cours des dernières décennies, ce peuple a également plaidé pour les droits territoriaux et la conservation de l'environnement. Et leurs batailles juridiques et leur activisme ont conduit à d'importantes victoires pour garantir leurs droits territoriaux et protéger en même temps la forêt tropicale. Numéro 8. Les sentinelles. Il vaut mieux les éviter. Les sentinelles sont un peuple très isolé. Ils rejettent tout contact avec le monde extérieur et ont vécu sur leur île pendant 55 000 ans. Ils protègent violemment leur territoire. Et ils ont tué quiconque s'en approche. De plus, ils pourraient être exterminés par des maladies importées. Il est difficile de comprendre une tribu à laquelle on ne peut s'approcher sans être attaqué. Ainsi, tout ce que l'on sait a été observé par quelques curieux parkers sur des bateaux soigneusement amarrés. Plus loin que la portée des flèches au large de la côte de l'île. En 1880, une expédition britannique débarquerait sur l'île et découvrirait les villages et maisons abandonnés. Presque certainement, la tribu avait vu la force envahissante et s'était cachée. Les expéditionnaires tombèrent sur un couple de personnes âgées et quelques enfants, et avec la terrible sagesse de l'attitude coloniale, ils kidnappèrent alors les habitants de l'île pour des raisons scientifiques. Les sentinelles tombèrent rapidement malades et les personnes âgées périrent. Les enfants furent renvoyés sur l'île. Mais on ignore combien d'entre eux ont contracté des maladies mortelles. Il n'est pas surprenant que l'étranger soit accueilli avec hostilité par les sentinelles. Au cours des années 70 et 80, plusieurs tentatives de communication furent faites, laissant des cadeaux sur les plages. Mais la plupart étaient rejetés et enterrés par la tribu. Plus récemment, il a enfin été accepté que probablement le plus sûr pour la tribu sentinelaise est qu'on les laisse tranquilles. Je suppose que les intrus curieux ont enfin compris le message. Numéro 7. Jamar, Éthiopie. Les Jamars sont un groupe ethnique indigène vivant dans la région sud-ouest de l'Éthiopie, principalement dans la vallée de l'Omo. L'un des aspects les plus reconnaissables de leur culture est les décorations et ornements corporels élaborés. Ils utilisent souvent une combinaison d'ocre et de graisse animale pour créer des motifs détaillés sur la peau et les cheveux, ce qui leur permet d'exprimer leur créativité et leur sens esthétique. De plus, ils ne se préoccupent pas seulement de leur apparence physique, mais ils consacrent également du temps et des efforts à prendre soin de leur alimentation, à réaliser des travaux qui leur permettent de se démarquer et à porter des bijoux et des vêtements élégants et colorés. Ces pratiques contribuent de manière significative à leur apparence impressionnante et leur permettent de se distinguer dans leur environnement.
les habitants vivent de l'agriculture et de l'élevage. Le bétail a une grande valeur culturelle et économique, et posséder de grands troupeaux est un symbole de richesse et de prestige au sein de la communauté. L'organisation sociale de la société Amar repose principalement sur les clans, chacun possédant son propre territoire. Et du bétail et des rituels. Les cérémonies et les processus de prise de décision de toute la communauté sont déterminés par le système de clans qui travaillent ensemble. L'une des traditions les plus célèbres de la culture, Jamar, est le rite de passage excitant et exigeant connu sous le nom d'Akuli, qui symbolise la transition des jeunes vers l'âge adulte. Pendant ce rituel, les jeunes doivent faire face à une épreuve de courage et d'adresse, en sautant par-dessus plusieurs taureaux alignés sans tomber. Cet acte démontre leur capacité à surmonter les obstacles et leur confère la reconnaissance en tant qu'hommes adultes dans leur communauté. Le saut du taureau est un événement plein d'émotions et de tensions, car chaque jeune s'efforce de prouver sa valeur et d'être accepté comme un membre respecté de la société. Morse. Numéro 6. Les Mursi. Lorsqu'une fille des tribus Mursi, Kai, ou Terma, en Afrique, atteint l'âge de 15 ou 16 ans, la tradition veut qu'elle commence le processus de port d'un plateau labial. Cela commence lorsque sa mère, ou parfois une autre femme, lui coupe la lèvre inférieure et y insère un bouchon en bois. Le bouchon reste en place jusqu'à ce que la plaie cicatrise, ce qui peut prendre jusqu'à 3 mois après que la mère lui ait coupé la lèvre. Ensuite, après cela, un disque peut être choisi et ajouté au trou. La taille du disque est vraiment une décision personnelle et la jeune fille choisira elle-même. Jusqu'où décide-t-elle vraiment d'aller avec tout cela? Le disque commence par être plus petit et progressivement agrandi jusqu'à atteindre la taille souhaitée. Certaines filles peuvent continuer à ajouter un disque plus grand, jusqu'à environ 12 cm de diamètre, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est requis, loin de là. C'est un choix très personnel et il peut y avoir de nombreuses variations en ce qui concerne la taille. Cependant, les disques labiaux ne sont pas seulement de simples accessoires. Mais ils ont aussi une série de significations profondes et pertinentes. Pour ces fans, l'utilisation de disques labiaux représente bien plus que la simple beauté physique. C'est un symbole d'engagement envers leur mari et traditionnellement, elles me portent pendant qu'elles lui servent à manger, ce qui démontre leur dévouement et leur amour envers leur époux. De plus, l'utilisation de disques labiaux est également un puissant indicateur de leur identité et de leur appartenance à la tribu, car ils représentent leur connexion avec leur culture et leur héritage. Numéro 5. Les Hadza. Les Hadza sont une communauté fascinante de chasseurs-cueilleurs qui habitent dans la région du lac Ayazi, au nord de la Tanzanie, en Afrique de l'Est. Ils sont reconnus comme l'une des dernières sociétés de ce type dans le monde, ce qui rend leur culture et leur tradition encore plus précieuses et captivantes. Grâce à leur mode de vie nomade, les Hadza se déplacent stratégiquement pour garantir leur survie et satisfaire leurs besoins alimentaires. Cela implique de mener des activités telles que la chasse d'animaux sauvages, la récolte de miel, la recherche de bail et l'extraction de tubercules, ce qui leur permet d'obtenir un régime alimentaire varié et équilibré. Leur habileté à la chasse est particulièrement impressionnante, car ils utilisent des arcs et des flèches empoisonnées avec une précision et une efficacité indiscutables, ce qui témoigne de leur profonde connaissance et compétence dans cet art ancestral. Leur langue, connue comme l'une des rares langues à clic restantes dans le monde, est un trésor culturel inestimable. Il est important de souligner que leur société se distingue par sa structure extrêmement égalitaire, ce qui implique l'absence de leadership centralisé et de système hiérarchique. À la place, ils se basent sur la prise de décision par consensus et la coopération au sein de petits groupes familiaux, ce qui favorise une approche collective et solidaire. De plus, cette mentalité collective s'étend à l'accès partagé aux ressources et à la participation à la prise de décision, promouvant ainsi une société inclusive et participative. Toutes ces caractéristiques rendent leur société vraiment unique et digne d'admiration pour son approche collaborative et sa valorisation de l'égalité. Numéro 4. La tribu Waorani. Maintenant, tu sais, je viens de t'offrir une nouvelle perspective ici sur le bananier de luxe. Alors, dans le style typique du bananier, je vais vous offrir un autre regard sur une tribu que nous avons déjà vue aujourd'hui, la tribu Waorani, également connue sous le nom de tribu Walarani. Oui, les gens de la forêt tropicale d'Équateur. Ils sont très, heureusement, intéressants.
Voici quelques faits supplémentaires à leur sujet. Actuellement, il y a 4000 personnes dans ce groupe. Ils parlent une langue qui est complètement unique et totalement étrangère à toute autre langue connue n'importe où. Et c'est ce qui est vraiment extraordinaire. Ils chassent principalement de petits singes pour leur viande. Et bien qu'ils étaient des chasseurs-cueilleurs traditionnels, ils ont récemment commencé à s'installer dans des villages forestiers permanents. Ceci est le résultat de l'invasion de leurs terres historiques par des forces extérieures. Curieusement, leurs ki ont une forme distincte de celle de nombreux autres peuples. Leur capacité unique à grimper aux arbres et leur patrimoine génétique limité, transmis de génération en génération, ont donné lieu à une caractéristique remarquable dans les pieds de cette espèce. Les pieds de ces animaux se sont développés de manière spéciale, présentant une forme aplatie et des orteils séparés. Cette adaptation leur permet de grimper facilement aux arbres et de nombreux individus semblent avoir 6 orteils à chaque pied. Ces données supplémentaires, qui révèlent l'évolution fascinante de cette espèce, ont sûrement éveillé votre intérêt. Maintenant, continuons à avancer rapidement dans notre étude. Numéro 3. Les Jarawas. Les Jarawas vivent dans les îles Andaman en Inde. Ils ne sont qu'une des rares tribus de chasseurs-cueilleurs restantes dans la région et ont maintenu un mode de vie largement isolé pendant des siècles. Leur culture est profondément basée sur la connaissance traditionnelle des propriétés médicinales des plantes que l'on peut trouver dans la forêt tropicale. Ils utilisent toute une gamme de remèdes traditionnels à base de plantes pour se soigner et possèdent une connaissance extrêmement connectée de leur environnement naturel. En raison de leur isolement et de la faible interaction avec le monde extérieur, le peuple est resté pratiquement en marge de la modernisation. Cependant, à mesure que le monde extérieur s'est rapproché, ils ont commencé à ressentir des pressions et des changements dans leur mode de vie traditionnel. De nombreuses tribus ont été témoins de diverses formes d'invasion de leurs terres et de perturbations possibles dans leur mode de vie ancestral. Cela a généré un débat interne au sein de la communauté sur la manière de s'adapter à ces changements et de préserver leurs traditions et valeurs uniques. Certains membres de la tribu ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité de perdre leur identité culturelle et ont proposé des mesures pour protéger et promouvoir leur patrimoine culturel. Ces tensions entre la préservation de la culture et la nécessité de s'adapter à un monde en constante évolution sont un défi que la communauté doit relever. Actuellement, des efforts ont été supposément faits pour protéger les droits du peuple et préserver leur culture. Maintenant, le gouvernement indien a mis en place des politiques. Nous nous demandons si l'Inde peut protéger une tribu ancestrale au bord de l'extinction en restreignant l'accès à son territoire et en minimisant les influences extérieures, tout en sauvegardant son bien-être. Numéro 2. Les Kalinagos. Les Kalinagos, parfois appelés Carabes, sont un groupe indigène originaire des Caraïbes, des îles des Caraïbes orientales, qui incluent la Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines. Les peuples indigènes de cette région ont une histoire fascinante, une culture vibrante et un patrimoine inestimable qui a été transmis de génération en génération au cours de nombreux siècles. Tout au long de leur histoire, ces peuples courageux et fiers ont démontré une résistance inébranlable face aux tentatives de colonisation des puissances européennes, en particulier des Espagnols, des Français et des Britanniques. Leur détermination et leur courage ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de cette terre. Leur esprit guerrier leur a valu la réputation d'adversaires redoutables, et leur résistance a joué un rôle important dans la configuration de l'histoire coloniale des Caraïbes. Ils ont une connexion profonde avec l'environnement naturel, et sont des pêcheurs habiles, des constructeurs de bateaux et des agriculteurs. Ils construisent de magnifiques canoës avec des troncs d'arbres sculptés, qu'ils utilisent pour pêcher et se déplacer entre les îles. La culture de ce peuple est extrêmement riche en traditions orales. Récits de contes, danse et musique. De plus, leur art traditionnel englobe diverses disciplines, comme le tissage, la poterie et la vannerie, qui reflètent leur profond sens de l'identité culturelle. Au fil du temps, ils ont lutté pour revendiquer leurs droits et maintenir vivant leur héritage ancestral, ce qui a conduit à leur reconnaissance officielle en tant que groupe indigène dans la région des Caraïbes. Actuellement, ils continuent de persévérer dans la promotion et la préservation de leur culture unique et enrichissante. Numéro 1. La tribu Caribou. L'un des groupes indigènes du Brésil, les Daslala, comme ils se nomment eux-mêmes, ou Caribou, comme les appellent les étrangers,
sont l'un des peuples les plus isolés du monde. Cette tribu est très petite, avec seulement environ 150 personnes. Et quand on pense aux tribus amazoniennes, on imagine ces vieilles représentations cinématographiques et le genre d'histoire d'aventure dans les bandes dessinées et les livres. Aïkro. Et tu sais, les fléchettes empoisonnées. Et les grandes compétences de chasse dans la jungle, quand en réalité, ce n'est pas très loin de la vérité en ce qui concerne cette tribu. Ils sont également connus sous un autre terme en portugais, qui se traduit par clubber, non pas en référence à ceux qui aiment faire la fête, mais à ceux qui portent des armes. Par conséquent, il est probable que cela soit lié à leur réputation d'être violents. Tous les surnoms collent, comme nous le savons déjà. Bien qu'il soit également possible que la violence soit exercée par des personnes extérieures à la tribu sur les gens de la tribu, et non l'inverse. De plus, il peut être intéressant d'explorer les raisons derrière cette réputation de violence. Et s'il existe un fondement historique ou culturel à cela. Il est vrai qu'ils chassent avec des fléchettes empoisonnées et se battent avec des massues. Alors je suppose que tu n'as qu'à imaginer un scénario à la Indiana Jones, puis continuer. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.